Ici Zach Foucalé et je vous souhaite la bienvenue au podcast Inspire, présenté par Living Sisu. Ce qui me rend le plus fière dans mon parcours, c'est le travail mental qui m'a permis d'être capable de bien performer au bon moment. Parce que je considère que j'ai un plus beau CV sportif que j'ai de talent. C'est comme, je gagne pas nécessairement les entraînements, mais j'ai gagné les compétitions. Je trouve que... Peu importe qui tu es, ton sport ou ton niveau, nous avons tous une chose en commun: surmonter des moments difficiles et faire face à de l'adversité. Bienvenue au mode de vie Living Sisu, où vous ferez partie d'une communauté inspirante dans le monde sportif qui cherche à se dépasser. Salut tout le monde, je suis avec Karel aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, comment ça va toi? Ah, ça va super bien, super bien. Donc, de tous les entrevues qu'on a fait avec le podcast Inspire par Living Sisu, dans le fond, que ce soit avec toi, Karel, John, Seb, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme Lisanne Richard qui vit et qui représente les valeurs de la communauté Living Sisu de A à Z. Incroyable, honnêtement. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Sérieusement, je pense qu'elle m'a éduqué encore plus sur Living Sisu que je pensais connaître. C'était sérieux, c'est courage, dépassement de soi, c'est défricher son propre path, c'est d'établir des choses pour les générations à venir, puis de créer une communauté alentour d'elle. Je m'excuse, mais c'était juste parfait comme conversation. Je pense que ça vient rejoindre tout le monde, athlète, humain, n'importe quelle personne qui va écouter cette conversation-là. Fait que je suis vraiment contente de ce qu'on a eu avec elle aujourd'hui. Exact. Donc elle qui fait du plongeon de haut vol, de falaise dans le fond dans le circuit international de Red Bull, de cliff diving. C'est vraiment c'est vraiment extrême comme sport là. C'est un sport extrême là, comme digne de Red Bull. Et je vais juste énumérer une couple de choses dans laquelle elle est impliquée dans tout ça, dans tous ces projets différents-là. Donc, elle est ambassadrice pour le grand défi Pierre Lavoie, elle est ambassadrice pour le défi Douglas l'année passée, le défi Gendarme de fer, les Jeux de Montréal en 2018-2019, un peu les deux. Elle fait partie aussi de la conférence pour la Fondation Bruni-Surin, conférencière, dans le fond, elle a écrit un livre. Toujours plus haut, on en jase un peu durant l'entrevue. Honnêtement, c'est une personne. Puis là, j'ai juste nommé quelques projets dans lesquels elle fait partie là. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'elle est en train de créer comme communauté, comme tu disais. Puis le fait qu'on a eu la chance de lui parler aujourd'hui, c'est vraiment cool parce que maman de 3 enfants qui fait un sport extrême sur un circuit international, elle a fait le tour du monde. Quand même cool. Vraiment là, allez voir cet épisode, écouter cet épisode, apprécier qui elle est, comment elle fait les choses, comment elle voit la vie. Écoute, elle a créé ses propres centres d'entraînement, elle a amené le sport à un autre niveau ici au Québec. Fait que honnêtement, cliquez dessus, commencez et apprenez à la connaître maintenant. Exact. Non, vraiment inspirant du début jusqu'à la fin. On parle du fait qu'elle c'est une maman, puis elle est extrêmement fière d'être maman de 3 enfants, puis elle a eu un parcours assez rock'n'roll du cirque, de faire le tour du monde avec le circuit Red Bull, de cliff diving, de plongeon de haut vol. C'est vraiment cool. Donc appréciez ce que Lisanne apporte aujourd'hui, et puis bonne écoute à tout le monde, et on va se parler plus tard. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Lolé, une super belle entreprise d'ici qui a aussi comme but de vous inspirer et qu'on prenne tous soin de soi à tous les moments de la journée. C'est vraiment leur devise. Le partenariat entre Living Sisu et Lolé vous fait profiter jusqu'à 25% de réduction sur tous leurs produits. Assurez-vous de vous abonner sur leur infolette pour être à l'affût des nouvelles collections et les événements. Pour votre support du podcast Inspire, merci Lolé. Juste avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour vous rappeler d'aller sur livingsisu.com pour prendre avantage de tous les offres de nos partenaires et assurez-vous de ne rien manquer en nous suivant sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bonne écoute et on se parle plus tard.
Donc, salut Lisanne, salut Karel, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. Salut, Zach. On est super content de t'accueillir aujourd'hui. Et puis, on a beaucoup de pain sur la planche, je pense. On avait tout plein de questions quand moi et Karel, on s'est rencontrés pour parler de ça. On a tellement de questions, de choses à aborder, là, on a bien hâte. Ah, ben, c'est super. Je suis vraiment contente qu'on parle ensemble tous les trois, là, ce matin. Ben, cet après-midi. Non, ça va être le fun. On est excités de présenter un peu ton cheminement puis ton parcours à nos auditeurs. Fait que on est écoute, je vais commencer avec la petite question qu'on pose un peu à toutes les gens qui viennent sur notre plateforme. Puis dans le fond, c'est assez simple. Lisanne, j'aimerais ça que tu te décrives en 3 mots. Oh Simple. God! Ouais, on part avec un petit bang. On va briser la glace comme ça, là. On brise la glace. 3 mots, c'est qui Lisanne Richard? Mais là, clairement, évidemment que maman en fait partie, là. OK, j'aime. Mais, mon Dieu, c'est difficile de prendre seulement... C'est vrai, hein? C'est un bel exercice à faire, je pense. Oui, vraiment. Mais je pense que dans les qualificatifs, je suis quelqu'un de très déterminé. Okay. De très maman. J'adore. Je dirais peut-être l'humour. Dans les mots, là, parce qu'une approche avec humour, là, dans tout ce que je décide de m'investir dedans, ça me fait vraiment le vivre de la bonne façon. Bon, c'est parfait. Honnêtement, tu pensais avoir une task difficile, mais tu l'as crashé, là. C'est excellent. Puis je pense que maman est super important aussi parce que maman englobe beaucoup plus que juste être une maman. Fait que je pense que c'est un côté de responsabilité, le côté maternel, le côté caring, puis j'adore le côté humoristique aussi de la chose. Là. Ça te permet de surmonter des trucs vraiment intenses habituellement. Puis Ouais. si tu le fais pas en tant que mère, je sais pas si t'es capable de le faire en tant qu'athlète aussi. Clairement que le plus grand travail sur ma personne, c'est vraiment dans ma vie de maman, encore plus que dans ma vie d'athlète, malgré que de décider de s'investir dans le sport, ça pousse à faire un cheminement personnel, là. Mes plus grands défis sont en tant que maman, quand même. Des fois, comme plonger de 23 mètres, c'est une joke. À côté d'arriver à passer à travers une phase de position à la maison. C'est drôle parce que on parle de living Sisu, dans le fond, ça en apprend de la détermination pour être maman. Puis tous les défis, tu dis que c'est ton plus gros défi, mais dans le fond, la communauté, on parle souvent de ça, de l'adversité, puis les défis, puis les challenges qu'on a à tous les jours, mais on dirait qu'en tant que maman, c'est là que tu as les plus gros challenges à surmonter. On a aussi les plus belles récompenses, hein. C'est clairement exigeant, mais ça redonne. Hein. Tu sais, vraiment, on est fiers de nous là quand on voit nos enfants évoluer, apprendre, puis juste passer à travers le quotidien des derniers mois là, en tant que famille. Je suis certaine que plusieurs se reconnaîtront. Là, ça a été un défi pour les familles aussi, beaucoup. C'est très, très exigeant, clairement, mais j'aime ça. J'aime ça, les défis que ça me donne. Écoute, j'ai envie de poser... en parlant de défis... vas-y, Karel, s'il vous plaît. Non, c'est juste parce qu'on est sur le sujet maman puis sur le sujet réalité en ce moment, là, que je me lance, mais quel genre de réalité avais-tu en tant que maman et plongeuse professionnelle de haut vol, on s'entend? Puis, comment ça l'a shifté un peu juste en ce moment avec le confinement? T'es à Chambly, une maison, t'as ta famille, tout est là, mais comment est-ce que à quoi ça ressemble dans le fond? OK, c'est une bonne question. Ben déjà, la réalité de concilier d'être athlète de haut niveau en étant maman, c'est une réalité qui est plutôt rare quand même. On voit plus souvent des papas, en fait. Puis de plus en plus, mais ça dépend quand même des sports. Là, dans mon entourage immédiat, je suis la seule personne qui décide de s'investir dans le sport et de concilier avec la vie familiale. Mais ça se fait. Ce qui est beau à travers ça, c'est que ma priorité est pas nécessairement le sport. À certains moments, ça peut être dérangeant parce que mes rivales ont plus de temps à investir vraiment pour certains défis techniques et tout ça. Mm-hmm. Mais à d'autres moments, ça dédramatise. Hein. Si jamais j'ai une compétition qui va pas bien, là, moi, quand j'arrive à l'aéroport, là, mon chum et les enfants sont là puis ils sautent dans les bras pareils. Là. Fait qu'il y a quelque chose de... Ça m'amène à être plus terre à terre puis à relativiser qu'est-ce qui est réellement important. Puis donc, à dédramatiser des fois certains aspects, puis en prenant ça moins dramatique, mais là, ça m'aide à optimiser ma performance. Parce que des fois, si c'est vraiment trop important pour nous, on sait pas comment le gérer.
Tandis que si on fait, oui, c'est important, je me suis investie, mais c'est pas la fin du monde, ben là, tout à coup, on a comme un nouvel état d'esprit qui moi, m'a aidé, là, quand j'ai appris à gérer ça, puis en me disant, OK, vraiment, ma priorité, c'est d'être maman, puis ma deuxième priorité, c'est d'être athlète. Ouais, ça te donne, ouais, ah oui? ça te donne une perspective différente, là. Tu sais, quand tu as une super bonne performance, ta famille est contente de te voir. Quand tu as une mauvaise performance, ta famille est quand même contente de te voir. Donc, c'est quelque chose qui te garde au bon niveau. En anglais, je dirais plus level-headed. Donc, mentalement, ça t'aide à bien performer parce que tu sais qu'à la maison, tu as une famille qui te supporte, tu as des gens autour de toi, tu es bien entouré, tu as une équipe, tu as des coachs qui s'investissent dans ta performance et tout ça. Donc, ça, dans le fond, c'est rassurant, hein, tu sais, quand tu es en haut, puis tu t'apprêtes à faire un saut assez extrême pour, dans le fond, nous, comme un mortel qui ne font pas des sauts à 20 mètres et plus, c'est quand même rassurant de tomber. Est-ce que c'est vrai que je dis ça comme ça, dans le fond? Vraiment, parce qu'en fait, ma définition de qui je suis repose pas entièrement sur ma performance. Puis souvent, c'est un défi, là, avec les athlètes de haut niveau, là. Je sais pas comment ça s'est géré de votre côté, mais clairement, avec le niveau que vous êtes rendu, puis avec l'investissement de temps et d'énergie que vous donnez, veut pas, notre évaluation de nous-mêmes est aussi parfois affectée par nos résultats. Absolument. Fait que moi, je suis chanceuse parce que je sais qu'il y a une toute autre facette. Donc, ça m'aide aussi même à construire et à maintenir mon estime de moi, dans le fond, là, de vouloir être accomplie dans différents domaines, entre autres dans ma vie de mère, là. Ouais, non, je pense que c'est une réalité, puis tu l'as nommé un peu, que l'athlète de haute performance a de la difficulté à faire, puis c'est souvent le qui je suis sans mon sport. Parce que notre sport nous définit un peu. Donc, qui est Karen Lemar sans le hockey? Qui est Zach sans le hockey? Ben là, j'apprends à connaître Zach avec Living Sisu, tu sais. C'est un côté que je pense qu'on fait tout, puis on se doit tous de faire un peu un cheminement. Toi, tu l'as fait comme un peu naturellement en étant maman, en ayant cette opportunité-là, mais de l'autre côté, c'est tellement un travail qu'on doit donner une priorité à. D'être capable d'être balancé, de rester terre à terre, level-headed, de garder cette espèce de lifestyle qui nous fuel en dedans, sans trop nous brûler, comme on dit, tu sais. C'est des questions qu'il faut se poser nous-mêmes, puis c'est comme tu as dit, Karel, je trouve ça vraiment cool que tu dises ça, mais tout le monde doit faire une petite introspection comme ça pour se demander des questions comme ça, qu'est-ce qui me rend heureux autre que mon sport, à quoi je peux m'identifier autre que mon sport de haut niveau, par exemple. Et à quoi je peux servir, parce qu'il y a un rôle de modèle aussi, puis c'est formidable d'avoir des projets comme celui-ci qui permet de partager, dans le fond, les compétences, les expériences acquises, là, au lieu de juste le centrer sur soi. Quand on est rendu dans l'entraide, on dirait que tout est moins dramatique, justement, puis quand on est dans l'entraide, ça devient l'échange, puis il y a comme une boucle naturelle. Faire partie d'une communauté. Exact, oui. Non, c'est vraiment cool, honnêtement. Je suis content que tu aies formulé ça comme ça, parce que c'est exactement la communauté que moi, Karel et les autres avec Living Sisu, on essaie dans le fond, de créer. C'est ça, qu'on essaie de créer. Donc, on va retourner un peu plus au début. Ouais, c'est ça, exact. Donc, j'aimerais ça retourner plus au début. Là, on parle plus du moment présent avec toute la situation et tout ça. Mais Karel, au début, a dit comment tu commences en étant une plongeuse de haut vol ou de falaise ou cliff diving, Red Bull, circuit international. Dans le fond, tu as fait le tour du monde. Parle-nous un peu comment ça a commencé pour toi. Ben moi, je me sens vraiment privilégiée d'être à cette étape-ci du développement du sport au niveau compétitif parce que j'ai vu le cheminement, j'ai contribué au cheminement, puis les futurs athlètes en plongeon de haut vol, ils n'auront pas du tout le même parcours que celui que moi j'ai eu. Parce que maintenant, on a un 20 mètres au Parc olympique à Montréal, on a des outils grâce aux démarches que j'ai faites, on a vraiment moyen de former une future génération d'une façon hyper sécuritaire, un peu mieux organisée, avec un plan d'attaque, tout ça qui va permettre une progression plus rapide. Mais moi, au début, on est comme, moi, j'étais un peu une bâtard, là, tu sais, moi, j'arrive pas tant du plongeon, j'arrive du cirque, mais plus personnage. J'arrive d'un petit peu
un peu partout, puis j'avais le goût de faire ça, fait que j'ai foncé. Mais dans le futur, il va vraiment avoir un mode d'emploi à respecter qui va être plus précis. Mais j'ai créé ma place parce qu'il y avait une place à faire. Fait que moi, c'était l'envie. C'est vraiment... je pense que c'est ce que ça prend pour tout projet. Moi, c'était la volonté de le faire là, qui a vraiment rendu ça possible. Puis j'ai trouvé des moyens pour que ça devienne possible. Fait que, écoute, tu t'as touché là-dessus, tu es venu du cirque un peu, t'étais entre les deux, le plongeon, gymnaste, athlète, en tout cas, un peu de partout, pour pas réutiliser le mot que t'as utilisé en tant que bâtard, là, on s'entend. Mais comment, tu sais, comment t'as appris à propos que ça existait, dans le fond, du plongeon de falaise? Tu sais, moi, ça vient me chercher, puis ça m'intrigue, c'est comme, c'est pas vraiment un sport, écoute, personnellement, je savais pas jusqu'à temps que je te rencontre. Je l'ai peut-être vu un peu 1 ou 2 fois sur la télévision. Encore là, un problème de visibilité sur ce sport-là. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu aimerais faire pour le rendre plus visible, ce sport? Ben, en tout cas, premièrement, merci beaucoup parce qu'on est en train de contribuer à la visibilité de ce sport-là. À chaque fois que j'ai une opportunité médiatique, peut-être, si on peut dire, je trouve que ça m'aide à faire connaître notre sport. Là, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Flavie vient d'entrer. J'espère que c'est pas grave. Ça sera pas long, on va aller en bas. Elle est allée patiner. Fait que, on est bon. c'est bon. Dans mon corps. Mais, qu'est-ce qui m'a poussée? Ben, moi, je l'avais vu en spectacle. À la base, là, c'est un sport qui existe en spectacle depuis des années. J'en ai fait en spectacle aussi longtemps. Puis sinon, ça existe de façon comme traditionnelle, comme à la quebrada à Mexico. Il y a, de père en fils, ils font des défis, ils passent le chapeau, ils font des plongeons au bon timing de la vague, là, c'est complètement fou, parce que s'ils vont pas au bon timing, ils vont percuter la roche. Fait qu'il faut qu'ils attendent que la vague soit montée. Oh, wow. Mais c'est un sport de spectacle, encore là. Puis, à Mostar, en Bosnie, du Old Bridge, ils font ça également de père en fils. C'est un sport typiquement masculin à la base. C'est nouveau qu'on a des femmes dans les sports extrêmes en général, puis en haut vol particulièrement. Okay. Mais suite à plusieurs années de spectacle, il y a eu graduellement des circuits de compétition. Mais c'est quand Red Bull a vraiment pris ça entre les mains que ça a été... que ça a vraiment propulsé le sport. Puis maintenant, c'est un sport également. Ouais, ça fait du sens. C'est vraiment impressionnant. J'avais aucune idée. Non, j'allais dire, j'avais aucune idée que c'était des... que c'est parti de des sports comme ça, puis que les gens, juste l'histoire de la roche, je m'excuse, mais je trouve ça tellement un peu fou, puis j'adore ça en même temps, ce qui est un peu la qualité du sport extrême aussi, là, mais wow, vraiment le fun. Mais même au 14e siècle, là, à Hawaï, il y avait un certain roi, là, à l'époque, c'était King Kahekili. Okay. Puis, pour ses guerriers, c'était une épreuve de bravoure, comme d'initiation des guerriers, ils devaient plonger d'une falaise d'une 20aine de mètres de hauteur. Puis lorsqu'il réussissait l'exploit, après, il rejoignait la gang de guerriers qui faisait partie de l'armée, là, si on peut dire. Wow. Et ça a toujours été relié à la bravoure, là. Ce sport-là, c'est un défi de bravoure. Puis encore aujourd'hui, sur le circuit de compétition, on le sent encore plus dans les épreuves masculines que féminines, là. Il y a de la testostérone, là, puis plongeon le plus difficile, puis être plus game que l'autre, là, ça fait aussi partie, là. C'est un sport de défi. Un peu d'histoire, hein, dans tout ça, c'est cool. Est-ce que tu avais dit 14e siècle? Mais je pense que oui, là. Cette donnée-là est comme incertaine, mais oui, il y a énormément longtemps. Je pourrais la googler, là. Vraiment cool. Non, c'est vraiment cool. Un peu d'histoire là-dedans, c'est vraiment cher. Puis j'imagine que, de ton côté, personnellement, il y a eu une adaptation, là, parce que t'as pas commencé aux 20 mètres. Donc, lorsque tu t'es comme initié dans ce sport-là, tu as commencé, j'imagine, 3, 5, 10 mètres, mais comment ça s'est passé, ce processus-là, de passer d'une étape à l'autre, d'essayer des nouveaux plongeons, des nouveaux trucs, comme tu disais, là, les hommes, ils sont très audacieux là, dans ce qu'ils font, là. Il y a la testostérone qui fait, mais pour toi, personnellement, comment ça s'est passé, les étapes, le processus de 3 mètres jusqu'à présentement que tu fais des plongeons assez extrêmes et impressionnants. Donc, parle-nous un peu du processus. Mais dans mon cas, ça a vraiment été choisi parce que j'avais quitté le milieu du plongeon durant 20 ans. Là. Moi, j'ai plongé enfant, j'ai fait secondaire 1 à 3, un sport-études à Québec. Puis ensuite, j'ai quitté le plongeon pendant réellement 20 ans,
c'est 3 enfants plus tard, puis une carrière établie en cycle plus tard que j'ai décidé, OK, je retourne au plongeon, mais c'était clairement dans le but de faire du haut vol. Donc, quand je suis arrivée à mes premiers entraînements, mon but était de trouver ma liste, là, d'avoir mes plongeons de compétition aux 20 mètres. Donc, on est allé vite quand même parce que on se disait, tu veux faire tel plongeon, OK, ça va te prendre tel plongeon. Fait que là, on misait tout de suite cette étape-là. Mais je savais dans quoi je m'embarquais parce que plus jeune, ce que j'aimais le mieux, c'était le 10 mètres. Puis ensuite, en spectacle, j'avais eu la chance d'apprendre quand même à faire. J'avais fait jusqu'à 28 mètres en spectacle. Fait que je savais c'était quoi le haut vol. Mais là, pour rejoindre le circuit de compétition, le défi était tout autre parce que les manœuvres que je devais exécuter étaient hyper complexes comparativement à ce qu'on fait en spectacle. Fait que là, mon défi, c'était d'apprendre des plongeons difficiles aux 10 mètres pour pouvoir les transposer en plongeons difficiles aux 20 mètres. Puis, c'était des plongeons que j'avais jamais fait aux 10 mètres. Donc, mon parcours était un peu à l'inverse de la recette parfaite, si on peut dire, parce que les meilleurs plongeurs de haut vol du futur sont des plongeurs olympiens ou de calibre olympique au niveau des difficultés techniques qu'ils sont capables de faire aux 10 mètres. Puis là, ensuite, ils apprennent juste la demi-rotation de la fin pour monter en haut. Moi, il a fallu que j'apprenne le 10 mètres pour aller en haut. Wow. Sérieusement, moi, juste de penser de sauter du 10 mètres, écoute, le 5 mètres, j'aurais de la misère, je suis sûre. Donc, de penser que tu t'asseyais... Mais on fera ça! On organisera ça, tu viendras! C'est déjà quelque chose qu'on avait parlé d'organiser avec ta famille, avec nos familles, pour qu'on puisse vraiment s'initier à tout ça, que tu nous fasses un crash course 101 cliff diving du 4.5 mètres. C'est ça. No crash course. No crash. Un 4.5 mètres pour moi, puis le reste, vous irez plus haut si vous voulez, mais pour moi, non, c'est quelque chose qu'on va faire, Karel, fait que on est en train de travailler là-dessus. Je suis super in, Lisanne, puis moi, écoute, c'est... tous les sports que je n'ai pas fait ou j'ai pas essayé, ça a toujours été, je suis curieuse au maximum. J'aime ça, être active, puis j'aime ça essayer, que ça soit du mountain bike, du snowboard, les trucs extrêmes. J'ai comme un feeling que ça vient me chercher. Peut-être le hockey est pas assez extrême dans ma tête, là. Mais quand même, ça l'est quand même. Puis de créer une place en tant que femme dans ce sport-là aussi, là, c'est extrême. Ouais, c'est un peu on a un peu une même lignée, je te dirais, dans comment il faut le faire découvrir. Mais écoute, je reviens à ce que tu disais, le 5, 10, 20, les sauts que tu faisais, tout le kit, puis l'étape que tu voulais arriver à. Est-ce que tu t'étais donné comme un timeline? Est-ce que tu t'étais donné comme OK, à telle date, d'ici ce temps-là, moi j'aimerais ça commencer à faire les compétitions. Puis est-ce que ça a été franchi dans le temps que tu t'étais donné au départ? Mais en fait, j'ai été invitée aux compétitions avant d'être entraînée. Fait que là, c'était comme, faut que ça aille vite, là. Mais au fur et à mesure, à l'époque, on n'avait pas encore le 18 ni le 20 mètres au parc olympique. Donc là, j'arrivais en compétition, puis je savais que je devais apprendre une nouvelle figure dans la seule journée d'entraînement pour la compétitionner pour le lendemain. Fait que le contexte était complètement fou, puis vraiment exigeant, puis angoissant, là, quand on part, puis qu'on est dans l'avion, puis on sait qu'on va être jet lag, puis qu'il va y avoir la pression, toute l'équipe médiatique autour de ça, très peu de temps. Fait que ça, c'était fou, mais en même temps, l'urgence a rendu ça possible. Hein? Si j'avais eu une échelle de temps indéterminée, probablement que j'aurais été pas mal moins efficace. Mais là, il fallait. Fait que ça s'est passé. Mais c'est ça, souvent, quand on se met pas un objectif ou une date, ou on l'écrit pas, ou on n'a pas un partner avec qui on va au gym ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus difficile de garder notre discipline, garder notre routine, des choses comme ça. Fait que j'imagine que le fait que tu sois invité, là, ça te pousse un peu, puis tu te dis, OK, ben là, j'ai vraiment plus le choix, là. Tu sais, ça te donnait plus le choix de te lever à tous les jours puis de travailler vers ça. Donc, ça, c'est sûr que je sympathise avec ça, parce que quand t'as pas un but, ou je l'écris pas, ou j'ai pas, mettons, un partner, là, comme je disais tantôt, qui te garde sur ton chemin, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'imagine pour toi, là, c'était facile de te lever à tous les jours. T'avais déjà... Pas le choix. Là, c'est ça, sur ton calendrier, il était déjà écrit. Donc, non, c'est vraiment cool, ça. Karel, est-ce que t'avais quelque chose à dire, me semble? Ouais, encore sur ton journey, ton cheminement un peu ta carrière, je sais que, tu sais,
moi, la première fois que je t'ai rencontré, Lisanne, on était au gym au Stade olympique. Tu revenais un peu d'une blessure. Tu revenais de vouloir recommencer puis vraiment donner... redonner un coup dans la compétition, comme on dit. Puis, il y a beaucoup de choses, puis Zach en a parlé un peu, mais rencontrer l'adversité, comment on y fait face, comment on est capable de surpasser ces moments-là. Puis je pense que on le vit tous, puis c'est quelque chose qu'on a tous en commun, qu'on soit un grand athlète, qu'on soit quelqu'un qui vient de commencer un sport, il y a un peu l'adversité, puis tu sais, le chemin n'est pas nécessairement toujours parfait. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles peut-être d'un événement ou de quelque chose que tu as dû surmonter à travers ta carrière. Mais à chaque fois, là, moi, ma formule, là, c'est d'être dans l'action, hein. Mm-hmm. Mais assez tôt dans ma carrière, juste avant ma première Coupe du Monde, où j'ai remporté la victoire et qui a vraiment permis de mettre le Canada sur la map en matière de plongeon de haut vol, là, c'était en 2016. J'ai eu une grave commotion, puis j'ai été hors de la piscine pendant un mois. Et je partais quand même à la Coupe du Monde, là, les physios à l'INS m'avaient même pas donné mon hockey, là. Tu sais, c'était comme là-bas, il fallait voir une journée après l'autre, puis moi, j'ai décidé que j'étais prête, puis je communiquais avec eux, puis j'ai eu le hockey, finalement, pour compétitionner. Mais cette épreuve-là, qui est arrivée tôt dans ma carrière, elle m'a fait revirer la situation de bord, parce que pendant ce mois-là, que finalement, je pouvais plus m'entraîner, je suis allée à l'INS quand même, à tous les jours sur semaine, puis je faisais de la simulation de mes plongeons, je faisais de la visualisation, j'étais quand même complètement investie dans mon projet, qui était d'aller bien performer à la Coupe du Monde. Puis ça m'a permis ensuite de réaliser que même sans le plongeon, il y a d'autres outils qui sont tout aussi importants, qui vont me permettre de bien performer. Mm-hmm. Puis peut-être que j'aurais même pas eu de victoire à cet événement-là si j'avais juste suivi mon plan de cours de base, là, qui était beaucoup moins de visualisation puis plus de pratique, parce que je me suis tellement solidifiée grâce à la visu que j'étais arrivée là-bas puis j'étais plus constante puis j'étais plus capable. Ça te fait que là, quand il y a eu la blessure en 2017, mais j'ai eu la même approche. Je me suis dit, OK, au début, non. Au début, j'ai été découragée pour vrai. Ça a été vraiment difficile. Ouais. Mais ensuite, je me suis rappelé que c'est un moyen pour trouver des nouveaux outils. Puis là, je me suis entourée mieux. J'ai travaillé avec un spécialiste de la préparation mentale. J'ai travaillé avec Valérie, que tu connais, je pense, Karine, en acupuncture. J'ai été super bien entourée. Puis on a amélioré tout ce qu'on était en mesure d'améliorer, malgré que je pouvais pas plonger pendant un certain temps. Puis quand je suis revenue, mais j'étais pas une meilleure plongeuse qu'avant. À chaque fois, j'étais pas une meilleure plongeuse, mais j'étais une meilleure performer, si on peut dire. J'avais le timing de réussite idéal. Puis ça, c'est important en compétition. C'est pas les meilleurs qui gagnent. C'est eux autres qui sont capables d'être à leur meilleur au bon moment. Ouais. Même si mon meilleur est moins bon qu'une autre, s'il est au bon moment, il va peut-être être meilleur quand même que le sien. Je trouve c'est vraiment beau, ça, ce que tu viens de dire. C'est vraiment, c'est vrai. Bon. C'est quand que, tout athlète, c'est quand on tombe dans la zone où tu penses plus. Tu sais, l'espèce de timing, justement, où t'as plus besoin de penser ou réfléchir. Puis j'imagine que, dans le fond, tu l'as mentionné, ça t'a procuré des nouveaux outils pour t'entraîner d'une façon différente. Puis l'autre chose que je trouvais bien aussi dans ce que tu viens de raconter, c'est je me suis rappelé que je vais juste être capable de trouver une nouvelle façon pour m'entraîner après ou pour additionner à mon processus d'entraînement, tu sais. Je veux dire, l'acupuncture, moi non plus, je l'avais pas dans ma vie jusqu'à temps que quelqu'un m'initie à ça, puis j'ai découvert que, mon Dieu, que ça fait du bien, puis que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. ben dans le fond... Vraiment, ça aide à tellement de niveaux, là, tu sais. Valérie, c'est une magicienne, là. Elle est arrivée dans ma vie pour aider mon couple, mais elle a aidé mon anxiété de performance, elle a aidé mon sommeil, elle a aidé mon adaptation au décalage horaire, mon focus. C'est vraiment capoté comment ils peuvent travailler beaucoup de choses en même temps, en plus en acupuncture. Pour aller encore plus loin dans ça, j'imagine que vous deux, vous auriez jamais été initiés à l'acupuncture sans une blessure. Non. Exact. Ben, c'est ça un peu ce que j'aimerais ça qu'on parle de ça un peu plus, c'est que tu parlais, Lisanne, que tu t'es entourée de nouvelles personnes, t'as commencé à faire plus de visualisation, t'as travaillé avec des gens pour t'aider. Mais souvent, on pense pas que t'aurais jamais fait ça ou t'aurais peut-être pas pensé à ça si t'avais pas eu une blessure ou une performance qui t'a vraiment dérangé ou l'adversité quand même assez solide, tu sais, comme tu disais, Karel,
Puis Madame Valérie, que je connais pas, mais l'acupunctrice, On va j'imagine. donc la présenter. Mais On l'acupunctrice, va l'avoir ici aussi à Living Sisu, ça, je vais t'en peut-être, parler ouais, après. sur le podcast Inspire. Mais ce que je dis, c'est que peut-être que tu n'aurais jamais fait sa rencontre sans ta blessure. Puis c'est ce qui est vraiment important. Puis c'est ce qu'on a en commun en tant qu'athlète, ou même tout le monde. On a tout ça en commun. Que tu fasses du sport ou pas, en business ou n'importe quoi, souvent on change rien si on n'a pas un élément déclencheur. Puis souvent, l'élément déclencheur, c'est négatif. Puis, OK, parfait, c'est négatif, mais c'est comment tu le transformes en positif. Puis j'adore le fait que tu as dit, OK, ben moi, un de mes plus gros challenges, c'était ça, mais ce que j'ai fait avec cette situation-là, j'étais allé chercher des nouvelles personnes, j'ai commencé à travailler d'une manière différente, je me suis amélioré dans telle facette, puis là, à la fin, tu viens de nous dire que ton timing était meilleur, puis là, tu étais une meilleure performer, comme tu as dit, pour utiliser tes mots, tu es devenu une meilleure performer, ben ça, c'est un exemple parfait de quelqu'un qui a transformé une situation qui était plus négative ou l'adversité ou une situation plus tough, un défi, à tu t'es entouré, puis là, tu as transformé ça en positif. Fait que dans le fond, c'était juste pour résumer un peu, moi, j'ai adoré le fait que tu as parlé de ça comme ça, parce qu'on a tout ça en commun. On a toute une situation comme ça en commun, athlète ou non, que on fait face à quelque chose, on doit tourner ça en positif. Est-ce que ça a toujours été ta mentalité de transformer du négatif en positif ou ça a pris du temps et des sauts manqués ou des blessures avant que ça soit comme ça? Mais je pense que ça fait quand même partie de ma drive, là. Puis quand je repense, mettons, à mon enfance, là, on déménageait souvent, là, mon père, de par son travail, il était amené à ce que la famille déménage au complet. Puis ma mère, elle s'adaptait tout le temps, elle trouvait tout le temps des solutions, elle trouvait un nouvel emploi, puis elle nous a jamais fait sentir que c'était difficile ou quoi que ce soit, là. Donc, je pense que la capacité d'adaptation, qui est un peu une façon de réagir à l'adversité, dans le fond, dans plusieurs situations, ben ça, je l'ai développé très jeune par le mouvement qu'on avait souvent dans notre vie, puis par la façon que j'ai vu mes parents y réagir. Puis après, moi, je suis devenue maman, là, je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans, fait que j'ai accouché à 20 ans, fait que toute ma vie adulte, ma personnalité d'adulte, c'était de m'adapter à un événement qui était très positif, là, de devenir maman, mais qui était quand même tôt dans ma vie, là, j'avais pas fini l'École nationale de cirque, puis c'était quand même beaucoup de défis dès cet âge-là. Mais dans le fond, ça a tout le temps fait partie de mon parcours, tu sais, des défis, on va tout en avoir, là. Puis là, en fait, quand on les voit justement comme des opportunités, ben là, on est dans le bon état d'esprit pour le transformer en positif. Fait que je pense que c'était un petit peu intrinsèque, mais ça se travaille. Puis il y a des jours où je suis pas bonne. Encore aujourd'hui, il y a des jours où je fais, oh mon Dieu, je suis tannée, puis tu sais, mettons la situation de la COVID, là, c'est difficile pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup de monde comparativement à moi. Mais quand même, il y a des jours où j'essaie de faire mes exercices, puis là, mon poids, il revole dans le mur parce que j'ai pas les bonnes charges, puis là, j'essaie de rabouter des choses, puis là, je me dis, je suis tellement écœurée. Puis après, je me dis, franchement, ça n'a pas d'allure. Ma situation est pas vraiment négative, là. Faut pas que je tombe dans le négatif, là. Je peux tellement avoir de positif comme l'opportunité de m'entraîner, une partie de mon entraînement à la maison, tu sais, qui est quand même positif, en fin de compte. Ben, mais c'est pas parfaite, hein. Non, écoute, je pense qu'on est tous comme ça un peu, puis je pense que la beauté de la chose en tant qu'athlète, autant dans un sport d'équipe ou un sport individuel, c'est comment, j'ai pas d'autres mots, mais comment on bounce back, comment on est capable que ça soit assez simple, je crée un turnover dans le fond, ou je crée une chance de marquer à l'autre équipe, bon, mais comment je réagis à ça, ou un gardien qui se fait scorer un but, comment tu réagis à ça? Puis je pense que dans la vie de tous les jours, j'ai un problème qui m'est mis en tête dans une situation de business, comment je réagis à ça, tu sais? Puis d'avoir une belle attitude vers OK, ben on va le prendre comme ça, on va faire un step ensemble, on va discuter, on va en parler, ou OK, je me remets dans un mode positif, on passe par-dessus parce que c'est pas le temps en ce moment, mais je vais dealer avec plus tard, puis je vais apprendre de ça. C'est un peu ce qu'on doit faire pour continuer de bien performer, autant en tant que travailleur qu'en tant qu'athlète, tu sais. Fait que je trouve ça super, ouais. Puis être dans l'action, là, souvent, ça fait partie de la solution. Au lieu d'être dans notre tête, dans ce qui est négatif, c'est être dans l'action, être dans le futur, dans le présent et le futur, là, tu sais. Tout le temps dans le plan de match, là, au lieu de s'apitoyer sur ce qui est arrivé de négatif, tu sais.
Fait que, puis quand on est en action, tout coule de soi, puis la prochaine action arrive d'elle-même souvent, puis il faut surtout pas figer. C'est ça que j'ai l'impression. Face à une difficulté, si on se met en mode qu'on fige après repartir, c'est vraiment difficile. Des fois, on a besoin d'un temps d'arrêt, d'une respiration, mais de se donner tout de suite un petit peu d'étape, même si c'est graduel, puis que c'est tout doux vers la prochaine étape, ça permet que tout se mette en branle dans le fond. Excellent, cool. Si on, j'aimerais ça passer à un autre petite étape dans notre entrevue aujourd'hui, parce que j'adore le fait que en ce moment, moi j'ai appris aujourd'hui que Lisanne est humaine, fait qu'elle fait des erreurs, fait que ça c'est vraiment cool. Pour moi c'est rassurant. Non, c'est rassurant parce que non, mais peut-être je suis pas le seul qui voit ce que tu fais, et puis tu dis ben là voyons. Elle est super humaine là à faire des affaires de même, mais le fait que tu t'entraînes chez vous, puis le poids il part, tu sais, t'es humaine, puis t'en fais des erreurs, puis c'est ce qui est vraiment cool de parler à des athlètes comme toi, parce que on peut en apprendre nous autres aussi. Mais moi, ce que je veux savoir là, c'est que comment tu fais pour changer de manœuvre avec le temps. Donc, j'imagine que t'as pas juste un plongeon dans ton, comment je peux dire, dans ton arsenal. Ouais, dans ta liste, là. T'en as pas un, t'en as plusieurs. Donc, comment tu fais pour, dans le fond, l'évolution de ça? Je sais, j'ai déjà parlé à Alex Bilodeau de ça. Tu sais, tu peux pas essayer un saut en ski à 1000 à l'heure comme il fait aux Olympiques, là. Tu vas te casser la gueule, là. Bon, mais pour toi, Lisanne, comment ça se passe? C'est quoi le processus? Combien de temps ça prend ajouter une manœuvre? Et puis, quel genre d'étape que tu as à franchir avant de 100%, 100 000 à l'heure dans un événement Red Bull, mettons? Ben, le cheminement là, de chaque athlète, là, c'est tellement encore un sport en émergence là, qu'il n'y a pas tant de modes d'emploi. On est en train de créer le mode d'emploi pour la prochaine génération, mais le processus, il dépend de chaque athlète. Ça va dépendre aussi du mouvement que je vais décider de souhaiter faire. Est-ce que je vais dans un mouvement qui est dans mes forces, mettons les vrilles avant, c'est plus facile pour moi comparativement aux rotations renversées. T'sais. Renversé, c'est quand on tourne par en arrière en se déplaçant par en avant. Mais là, si je veux apprendre un mouvement qui est dans les renversés, là, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Tandis que si je veux aller dans quelque chose qui est dans ma force, ça va être quand même plus rapide. Mais c'est pas une durée précise, c'est plus un investissement précis. Combien de fois visualiser dans ma tête, combien de fois simuler. Tu sais, quand je fais comme si je fais mes plongeons, moi souvent là, dans ma cuisine, là, je fais ça. Puis là, après, je fais ça. Là, je fais comme, je passe mon temps à mimer, en fait. En fait, je suis mime. Mais c'est combien de fois je vais le faire, puis quand est-ce que je vais sentir qu'il m'appartient, le mouvement? Parce qu'il faut pas y aller si je le comprends pas complètement, puis que je m'attends à être surpris à certaines étapes. Faut que j'imagine que je l'ai déjà fait, quasiment. Puis à force d'avoir fait différents mouvements, je le sais à quoi ça va ressembler le visuel de mon prochain nouveau mouvement. Il va y avoir certainement une part d'excitation puis de peut-être petite surprise dans le feeling, dans les airs, mais avant de le faire, il faut que j'aie l'impression que ce sera pas la première fois quand même. Fait que ça va être, je vais le filer quand je vais être prête. Je peux pas le planifier trop longtemps à l'avance. Ça va être en fonction de chacune des étapes. Oh, vraiment cool. Vraiment intéressant. Personnellement, tu sais, comme j'apprends un nouvel skills, je le pratique, puis il y a pas de risque, là, un peu, dans ma tête, là. Mais toi, tu le pratiques de 20 mètres de haut, là. On s'entend? Ben, c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a un risque sérieux dans tout ça. Donc, j'imagine, tu commences un tremplin ou une planche qui est plus basse. C'est ça. Oui. Tu graduellement, tu montes, puis c'est ça. Tu augmentes le niveau de difficulté avec le temps. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Puis j'imagine que, comme tu disais tantôt, on n'en a pas vraiment parlé beaucoup, mais la visualisation, ça joue un rôle quand même extrêmement important dans tout ça, là. Est-ce que tu fais ça à chaque jour, où tu t'assois un peu un style de méditation avec toi-même, où tu visualises certains mouvements, des choses comme ça, ou comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est une chose à tous les jours? Ben en fait, je dirais que ça dépend de la période de l'année, parce que il y a un moment où depuis 2017, ça faisait partie de vraiment ma solution, là, puis de ma façon d'être en action face à la difficulté que je vivais.
je me suis mis à méditer, je me suis mis à visualiser énormément, à faire tous mes exercices cognitifs aussi, le déplacement des yeux, puis avec un carton et tout, ça aide énormément. Mais éventuellement, on devient brûlé. C'est niaiseux, mais moi, méditer, je trouve ça quand même exigeant, même si c'est agréable, ça fait du bien. Puis à un moment donné, je suis brûlée de méditer, puis là, j'ai besoin de prendre une pause d'1 mois, pas de méditation. Fait que même si c'est pas supposé, là, pour moi, c'est pas encore assez acquis. Fait que ça dépend. Comme avec la COVID, au début, là, je maintenais toute ma routine rigoureuse. Puis éventuellement, j'ai fait, ça marche pas avec la situation, ça me prend trop d'énergie, ça m'empêche de vivre la situation réelle qui est, en ce moment, je suis très présente à la maison avec mes enfants et tout ça. Puis là, je deviens comme tout le temps en opposition avec moi-même parce que là, j'essaie de faire tout comme si j'étais pas en train d'être avec eux en même temps, mais j'étais avec eux. Donc là, j'ai fait, OK, je mets ça de côté. Mais il y a un sprint, là, pré-saison de compétition ou pré-gros événement. Là, tu sais, comme moi, cet hiver, je vais plonger dans un trou, dans de la glace, en Beauce. Ça va être, là, ma préparation, c'est des bains froids. Là. Je passe ma vie dans le bain froid, là. Puis c'est difficile, là. Tu sais, au début, je faisais 2 minutes, puis après, je sors, puis je gèle toute la soirée. Là, je suis rendue un peu plus long. Mais là, éventuellement, je vais rentrer la visualisation, là, vraiment plus rigoureusement. Puis la méditation, parce qu'il va falloir que j'arrive à atteindre un parfait calme malgré l'envergure du défi quand je vais être sur le point de partir mon plongeon. Mais en ce moment, je ramène ça tranquillement pour être sûre de pas être rendu épuisée quand ça va être le temps. Tu sais, il y a comme un build-up, là. Mais je dirais que le dernier mois avant l'exploit, il va être intense, puis je vais avoir ma routine à partir de mon heure de lever qui inclut beaucoup de choses qui, en ce moment, j'ai pris une pause. En ce moment, il y a toujours de l'entraînement, là, dès que je me lève, mais il n'y a pas encore autant de visualisation qu'auparavant. OK. Je m'excuse, il faut qu'on retourne sur ce que tu viens de dire. Tu vas sauter dans un trou de glace en Beauce. Quand ça? C'est mi-mars. En fait, c'est sûr que c'est à l'extérieur, fait qu'on va être dépendant de la météo, dans le sens de il faut que ça donne des belles images, parce que le but, ça va être de créer du contenu visuel vraiment intéressant. Fait que s'il y a une tempête de neige, on verra pas, là, mais on vise le samedi 13 mars. Wow! Puis avant ça, on va aller pour faire juste du 3 mètres au même endroit. Okay. Ça, c'est mi-février. Puis avant ça, on va aller dans juste une rivière là, naturelle là, pour s'habituer et prendre des shots. Non, c'est un beau projet. C'est jamais vu. Là. Au début, moi, mon idée, c'était de plonger dans un visuel hivernal. Fait que là, j'ai écrit au propriétaire de l'endroit où on a fondé le centre d'entraînement. Je dis, y a-tu des mois dans l'année où il y a pas de glace, mais il y a toute la neige alentour? Il disait, non, il y a déjà de la glace, puis on était genre au mois de novembre. Peut-être même octobre, je sais pas. Mais il dit, il y a déjà de la glace, mais... Puis là, on réfléchissait, puis on a fait crème, on connaît du monde qui font de la plongée sous glace. Fait que là, on a communiqué, on a fait aller les contacts, puis on fait, oh, ouais, ça va être un gros trou, mais on est capable de faire ça. Puis là, on a tout le plan, puis ça va être un beau travail d'équipe, là. Toute la gang des plongeurs spécialistes en apnée, c'est la même gang qui vont faire le trou dans la glace, qui sont secouristes, là, une belle équipe, puis Lise Miller avec moi, qui est un mentor pour moi, là, qui est la personne qui a le plus d'expérience en haut vol au pays, puis on a toute une équipe aussi qui embarque pour ce projet-là, là, c'est vraiment capoté, là, ça me stimule au bout. Ça, c'est vraiment cool. Puis, tu parles d'un projet, puis on sait que tu es impliquée dans plusieurs projets, des conférences, ambassadrice de tout plein de défis et fondations et tout ça, donc c'est quelque chose qui est assez, qui revient souvent avec toi, que tu es impliqué dans plusieurs projets, quand même assez trippants, puis vraiment cool, fait que c'est pour ça qu'on t'aime. C'est pour ça qu'on trouve vraiment, on vous laisse impliquer avec toi aussi. Donc, non, c'est vraiment cool. J'aimerais ça parler vite de ton livre. Puis, there it is. Toujours plus haut ton livre. Puis, c'était juste en fin octobre, right, que ça a sorti. Donc. Exact. C'était le 22 octobre. Mais ce projet-là, c'est, en fait, là, je peux vous le montrer à l'écran. C'est Myriam Jézéchiel, l'auteur. Il y a mon nom parce que, évidemment, que c'est mon histoire, mais c'est vraiment c'est le projet Myriam. C'est ça qui est beau. Moi, je suis une fille d'équipe. Puis je pense que c'est intéressant de lire des biographies. J'en ai lu quelques-unes. Puis je suis heureuse qu'il y ait des gens qui aient décidé d'écrire leur biographie. Mais je n'étais pas rendue là. Je ne m'étais jamais dit, il faut que j'écrive mon histoire. Tout le monde doit la connaître. Mais là, Myriam, elle a décidé que mon histoire devait être partagée. Tu parles d'un beau cadeau, tu sais. Puis quand même, au début, j'étais surprise. Puis ça me faisait bizarre, mais j'ai réussi à trouver plusieurs raisons de me rallier au projet. Entre autres, l'histoire, c'est un prétexte pour parler de résilience, pour parler de détermination, pour
pour montrer que dans le fond, il faut juste oser là, s'impliquer dans nos idées, puis ça devient des projets, puis c'est possible. Moi, j'ai rien de particulier, là, puis j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires, mais tout le monde peut, puis regardez votre parcours, vous êtes extraordinaire déjà, mais vous avez vécu des choses extraordinaires, puis je me suis dit, si le lecteur, Myriam va rejoindre aussi un différent auditoire que moi, fait que ça fait connaître mon sport à d'autres personnes en plus, mais si le lecteur peut s'en servir pour faire mais j'ai le goût de courir mon premier demi-marathon au printemps puis que ça le motive, let's go, on va tellement avoir amené de positif aux gens. Puis en même temps, on fait connaître le sport. Puis la relation avec Myriam, c'était vraiment intéressant. La réflexion que j'ai faite sur moi, parce que là, il fallait revenir en arrière, puis revenir sur les difficultés, ça a été difficile pour moi. Parce que je suis tellement dans l'action, puis dans le futur, puis dans la solution, que de me repencher sur des moments qui ont été difficiles. C'est un beau travail personnel. Ouais. J'adore sa plume, là, tu sais, j'avais déjà lu aussi d'autres choses qu'elle avait écrites, puis je savais que j'étais en bonne main, puis la collaboration avec Flammarion Québec qu'on a eu là-dessus, puis c'est vraiment le fun, parce que c'est dans mon mandat, moi, de contribuer au développement de notre sport, puis plus il y a de monde qui vont le connaître, plus notre sport va continuer d'être connu, parce que c'est du bouche à oreille, dans le fond, de la lecture aussi, là. Quelqu'un dit « Ah, j'ai lu tel livre, c'est intéressant », puis fait que ça va complètement dans mon mandat, de partager. J'ai envie de partager la quête de dépassement de soi. C'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie que les gens que je rencontre, s'ils peuvent décider de s'investir dans leur propre dépassement de soi, je trouve que j'aurais réussi là, à avoir un impact positif. De partager aussi des informations à propos de ce sport-là qui est vraiment capoté, là, quand on y pense, là, tout le monde de mon sport, c'est comme des super-héros. Quand je plonge, je suis pas lisable, là, je suis un super-héros, là. Il y a quelque chose de beau dans ce sport-là, là, de courage. Absolument, absolument. Puis tu me volais les mots de la bouche, j'allais dire, c'est vraiment le dépassement de soi, puis de montrer aux gens que s'ils veulent vraiment le faire, puis qu'ils ont vraiment une belle idée en tête, go, jump, puis faites-le. Appelez les gens, tu sais, Lisanne, t'as eu l'idée de vouloir faire un photoshoot dans un endroit hivernal qui s'est maintenant transformé dans un super beau projet qui va arriver en mars. Je veux dire, juste là, puis c'est ta personnalité qui est comme ça aussi, parce que depuis que je te connais, mettre de la visibilité sur ton sport, c'est quelque chose que tu fais, puis tu prends en cœur, puis j'adore ça. Moi, je te suis sur Instagram, puis je trouve ça tellement beau, les histoires que tu racontes, puis les trucs que tu fais. Puis je pense que c'est tellement quelque chose qui est encourageant pour nos auditeurs aussi. C'est encourageant pour moi, j'espère que c'est encourageant pour toi, Zach. Mais oui, vraiment, vraiment, tu sais, t'as une idée, tu parles à des gens, mais t'es tellement bien passionné puis bien éduqué sur ce que tu veux faire ou comment tu veux l'amener à devenir réalité, que ces gens-là embarquent complètement, là, tu sais. Je te lève mon chapeau là-dessus aussi, là. C'est quelque chose qu'on doit te donner, là. C'est vraiment beau ce que t'es capable de faire. Écoute, tu l'as mentionné vraiment, vraiment rapidement, mais t'as créé ton propre centre d'entraînement avec des gens, là. C'est quelque chose qu'on peut retrouver ici, là, mais autre que le centre au stade olympique, puis quand on s'en était parlé, il était même pas à la bonne hauteur. Puis là, tu as réussi justement à avoir une plateforme, c'est plus sécuritaire dans cet endroit-là. Puis là, on s'en va dans un côté vraiment, tu as besoin de plonger à l'extérieur. Là. C'est comme ça que tu compétitionnes à toute compétition. Donc, tu te lances, tu contactes les gens, puis tu crées ton propre centre d'entraînement. Je m'excuse, mais c'est audacieux, puis c'est beau. Puis c'est vraiment bien fait. Puis je te lance, mais j'aimerais aussi savoir comment tu as réussi à faire ça aussi, là, tu sais. Merci. Mais le secret, c'est le monde. Tu sais, j'ai la chance d'être tellement bien entourée, là. Puis au début, là, la première étape, là, quand j'ai commencé à plonger à l'INS, j'ai remarqué que dans l'anneau de sécurité au Parc olympique, il y avait une mini plateforme, là, vraiment toute petite. Puis là, on n'y avait pas accès, il a fallu faire plein de démarches. Puis je suis devenue amie avec Alain Larochelle, qui est une personne qui a un rôle important au Parc olympique. Puis à force d'échanger, puis il voyait ma passion, puis tout ça, il a fait « OK, je suis ouvert à entendre tes idées. » Puis là, on a développé ensemble l'idée d'agrandir cette plateforme-là, de trouver une façon d'y avoir accès. Parce qu'au début, je pouvais m'entraîner comme une fois par mois, le dimanche soir. Il fallait que le centre sportif soit fermé parce qu'on ne pouvait pas marcher en haut pendant qu'il y avait du monde. Wow, OK. Mais là, maintenant, aujourd'hui, grâce à la collaboration de tout le monde qui est passionné au Parc olympique, on a le 20 mètres. Puis là, on est comme la seule piscine intérieure au monde avec des installations pour apprendre et pratiquer le haut vol de ce calibre-là. Il y a une nouvelle plongeuse qui compétitionnait pour l'Angleterre depuis le début du circuit de compétition, qui a son passeport canadien aussi, Jessica McCauley, qui a déménagé à Montréal pour utiliser le 20 mètres.
On a Molly, une super bonne plongeuse qui était en plongeon avant et qui a vu, wow, il y a des installations maintenant pour apprendre le 20 mètres, je peux y aller, c'est accessible maintenant. Fait que là, on est rendu 3 filles qui s'entraînent régulièrement au stade olympique, là. Fait que c'est fois 3, là. C'est motivant, ça. C'est motivant. C'est motivant. C'est vraiment motivant. On a 2 autres Canadiennes aussi qui sont vraiment bonnes aussi, qu'ils vont venir nous rejoindre pour des camps d'entraînement. Donc, le sport a vraiment pris une belle expansion. Puis le centre d'entraînement en Beauce, c'est le même genre de projet. C'est comme Jean-François, qui est le propriétaire de l'endroit, il voyait cette belle falaise-là. Lui, il y avait une falaise à 23 mètres de hauteur, là, 22 mètres de hauteur. Puis il voyait la falaise, puis il se disait tout le temps, maintenant, si quelqu'un serait game de sauter. Puis à un moment donné, il voit une compé Red Bull Cliff Diving. Puis là, il me voit à la télé, puis il se dit, elle serait game. Puis finalement, il me contacte sur les réseaux sociaux, puis là, on s'est donné des meetings, on est allé voir l'endroit, on a ébauché le projet, Yves était avec moi aussi, puis c'est vrai que c'est précieux d'avoir une zone d'entraînement à l'intérieur puis une à l'extérieur, parce que des facteurs comme le vent, le reflet du soleil, c'est ça nos conditions de compétition, donc il faut aussi avoir une pratique. Puis le fait qu'on a 22 mètres, c'est bien aussi parce qu'en compétition finale, on est à 20 mètres, comme au Parc olympique, ce qui est complètement logique qu'au Parc olympique, on soit dans la lignée finale. Ouais. Puis là, à l'extérieur, c'est plus la lignée Red Bull un peu. Okay. Puis là, on a 22 mètres. En compé, on est de 21 à 23 mètres les femmes, fait que c'est parfait. On a fait aussi une tour au Parc Jean-Drapeau. J'avais démarché avec les gens du Parc Jean-Drapeau. On a installé une belle échelle, là, des gens qui vont voir mon Instagram, il y a une couple de photos avec l'échelle. Ça, c'est spectaculaire parce que la plateforme est miniature puis l'échelle est tout petite aussi. Ça nous donnait une autre option d'entraînement qu'on peut bouger la plateforme. Fait que là, quelqu'un qui doit apprendre là, au vol, il devient à l'aise au 10, on le met au 12, on le met au 14, on peut le faire apprendre vraiment jusqu'à 22, 23, là, une étape à la Tu parlais des images qu'il y a au Parc olympique, là, de la petite plateforme. Là. L'autre jour, je regardais cette vidéo-là, justement, puis j'étais même pas là. Je regardais la vidéo, puis là, tout à coup, mon cœur, il commençait à battre assez vite, juste parce que je l'ai vu. Fait que je peux pas imaginer être là pour l'instant. Peut-être que je vais faire ça éventuellement, là, mais on va voir. Regardez, on va passer au prochain segment de l'épisode, dans le fond. C'est le halftime show, la mi-temps. On est un petit peu plus passé la mi-temps, évidemment. Là, on a parlé pour un bout, mais on va passer au segment de la mi-temps où on parle, dans le fond, d'événements sportifs, puis on pose les mêmes questions à chaque personne qui vient sur le podcast Inspire par Living Sisu. Donc, Karel, si tu veux nous commencer avec ça, c'est assez simple, Lisanne, fais-toi-en pas, c'est super simple. Nerveuse parce que je suis pas bonne avec l'actualité. Non, c'est vraiment ton actualité à toi, là. C'est pas... Ah, ok, celle-là, je suis posée ouais, c'est ça. C'est plus tes opinions à toi, là. T'as pas à t'en faire avec ça. Vas-y, Karel. Ouais. C'est aussi simple. La première, ça va être setup pour le reste, là. Puis, moi, j'aimerais savoir quel est ton livre favori qui est relié au sport. OK, que ça soit une biographie, mental skills, n'importe quoi, dans le fond, qui est relié au sport. Quel serait ton livre favori? Ben, en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Normand Piché. Okay. Je sais pas si vous le connaissez, là, vraiment intéressant. Le gars, il s'est donné le projet de relier les 5 continents à la nage en 80 jours. Fait que là, lui, là, ce que j'aime beaucoup, là, de Normand, c'est que il défrichait tout, là, tu sais, il était ambassadeur de ce projet-là, qui était son idée, puis là, il a fondé son équipe, ils ont organisé, mais ensuite, quand il était sur place, là, il fallait qu'il aille chercher des autorisations finales une fois rendu sur place. Là. Des fois, il était comme en Égypte, puis là, il savait pas s'il allait pouvoir faire la traversée. Wow. C'était une aventure sportive, parce que clairement, faire de la nage des grandes distances et tout, avec dans les océans, les vagues et tout, c'était une aventure humaine aussi, là, fait que c'est très, très passionnant. Puis le gars, il est super sympathique, normalement. Fait que là, j'aime beaucoup aussi lire ce livre-là en ce moment. C'est quoi le titre de ce livre-là? Hey, me donnez-vous une minute, je vais aller vous le chercher. C'est beau, vas-y. C'est bon. Vas-y. Donc là, voilà, 5 continents à la nage. Nice. Very nice. Ouais. J'aime. Puis tu sais, des fois, là, il nageait à des endroits où il y avait l'arrivée de bateaux, de migrants, puis tu sais, il avait peur il a vraiment été confronté à la réalité humaine, à des conflits politiques aussi. Il avait peur de croiser des noyés là, pendant qu'il nageait. Okay.
D'autres fois, on nageait dans l'eau glaciale, là, en Alaska. Fait que... Ah, c'est cool. C'est toutes des choses que tu te dis, mon Dieu, comment ça qu'il décide de faire ça? Mais il veut le faire. Fait que... Puis il se promenait avec sa bouée, là, pendant qu'il nage, quand on nage en eau libre, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir une bouée, là. Mais dedans, il avait mis des rêves. Pendant sa traversée, les gens pouvaient lui écrire son rêve. Là, lui, il faisait se promener les rêves. Tu sais. Il rendait comme les rêves en action. C'est super inspirant, dans le fond, comme pour les gens qui suivent son projet, c'est vraiment cool. Wow. Vraiment. Puis il y a d'autres projets, là, j'en doute pas. là, Si donc, ça, c'est un de ses projets principaux, j'imagine qu'il y en a un ou deux, là, qui... Je mets ce livre-là sur mes projets à lire, ça, cool. c'est sûr. Donc... ouais, puis il y a pas mal d'eau sur la planète, fait qu'il y a beaucoup de possibilités. En effet. Donc, pour moi, ma question, c'est quel est ton sport... non, pas ton sport préféré, évidemment, mais ton film sportif préféré, que ce soit un documentaire ou quelque chose? Ben là, celui qui me vient en tête, mais ça fait longtemps, là, mais on est beaucoup de ma génération qui ont écouté La Championne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je suis bien que moi. Mais c'est une histoire d'une fille en gymnastique, là. Fait que ça, c'est un sport que... C'est un film. Je me souviens là, de l'avoir écouté quand j'étais jeune, que je plongeais, puis c'est la détermination qui m'a marqué là, dans son parcours. Mais c'est sûr que si je le revoyais aujourd'hui, j'aurais pas la même interprétation. Il faudrait que je le regarde. Non, mais c'est parfait. Ça t'a marqué à un temps dans ta vie, puis probablement que tu t'as gardé à vouloir continuer puis à compétitionner. C'est ça, c'est des principes, c'est des valeurs, c'est des choses qui sont restées avec toi. Puis c'est pour ça qu'on demande aux gens, dans nos épisodes, quels sont tes livres préférés qui t'ont inspiré, ou même un film, un documentaire, parce que les gens, ils peuvent s'identifier à ça aussi, parce que on a tout un livre ou un film qui nous a aidés dans notre parcours, que ce soit des leçons, des leçons de vie, de l'adversité qui ont surmonté et tout ça. Que moi, je l'ai pas vu, le film La Championne, ça m'importe peu, c'est vraiment ce que toi, t'as ressorti de tout ça, fait que c'est vraiment cool. Karel, la prochaine question? Ouais, ben c'est ça, on parlait de films puis on parlait de livres. Maintenant, j'aimerais ça savoir, pour toi, c'est qui le plus grand athlète qui a existé? Mais j'en ai deux devant les yeux. Non, mais là, les meilleurs athlètes de tous les temps. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, pour toi, là, que ça soit lié à ton sport, mais que ça peut être n'importe quel autre sport aussi, là. C'est ouvert. Ouais. Mais moi, j'ai tendance à être plus touchée par l'humain que l'athlète. Tu sais, puis même dans mon parcours, au fur et à mesure de la biographie autorisée avec Myriam, je cherchais vraiment à me faire sortir qu'est-ce que le sport m'a appris. Mais dans ma tête, c'est pas le sport. Le sport, il m'a fait rencontrer les gens qui m'ont appris quelque chose, tu sais. Fait que je suis comme plus attachée aux relations puis aux individus. Fait que j'aurais tendance à dire, au niveau des athlètes, une personne qui m'inspire énormément, c'est dans mon sport, c'est Ginger Leuber. Parce qu'elle, c'est la seule athlète qui est plus âgée que moi. Ben là, maintenant, elle est retraitée, mais quand j'ai commencé, parce que moi, je suis pas mal la plus vieille sinon, mais c'est tout son calme, sa façon d'être présente pour les autres, sa façon de plonger, évidemment, qui est magnifique, là, puis c'est la plus belle acrobate que moi j'ai vue. Là. La première fois que je l'ai vue, on était sur un spectacle de cirque. Moi, je faisais du trampoline en 2004, puis elle faisait de la balançoire russe, puis je me suis dit, j'ai jamais vu une femme de ce calibre-là, là, tellement elle était vraiment phénoménale. Mais après, quand je suis arrivée sur le circuit de compétition, graduellement, j'ai eu la chance d'avoir des meilleures performances qu'elle. Puis, ben là, c'était formidable parce que moi, je la trouvais incroyable. Mais c'est à cause que mon équipe m'a aidée. Mais ce qui m'a le plus impressionnée dans tout ça, c'est l'humain derrière. Elle était présente pour toutes les filles, puis même si elle était plus nécessairement autant sur le podium, puis tout ça, puis la façon qu'elle continuait d'aider tout le monde, puis d'être passionnée, puis d'être généreuse là pour les autres, vraiment inspirante. Puis je pense que chez les athlètes, une qualité que j'admire beaucoup, c'est la qualité de pas simplement le faire pour être le meilleur. Parce que tous les athlètes, dans le fond, on veut gagner, ça nous drive vers la compétition. Mais quand ton inspiration principale est autre, je trouve ça admirable aussi. Je trouve que c'est brave d'être là, puis de pas nécessairement être là pour gagner, mais d'être content que le conseil que tu donnes à ta rivale la fasse gagner. Moi, je trouve ça vraiment cool. Déjà là, ça l'amène à un level de compétition qui
continuer d'élever, dans le fond, à travers le sport. C'est merveilleux. Exact. Ouais, vraiment cool. Et maintenant, la prochaine question dans ce segment-là de l'épisode, c'est, selon toi, la meilleure performance sportive de tous les temps, que ce soit un comeback, n'importe quoi, selon toi, qui te marque dans ta vie, la meilleure performance sportive. Ouais, meilleur plongeon à vie que t'as vu, je sais pas, meilleur truc, là. Ben, on a tous été impressionnés par Joanie Rochette, là, surtout. Puis encore là, dans le fond, c'est le côté humain qui me touche, sa performance est incroyable, mais c'est le fait qu'elle a réussi à le faire dans une situation tellement difficile. Puis c'est de la force mentale, là. C'est complètement fou d'avoir été capable de sortir des événements pendant. Puis en plus, tu sais, nous, là, on plonge, ça dure 3 secondes. Admettons que ça va pas bien, puis que je suis fatiguée, puis que je viens de m'engueuler avec mon chum au téléphone ou quoi que ce soit. Qui arrive pas, là, mais tu sais, je veux dire, s'il y avait quelque chose de mauvais, j'ai juste à être focus 3 secondes. Mais elle, c'est quand même plusieurs minutes, là, toute la routine, là, qu'elle a à faire. Fait que ça, j'ai été touchée, là. Puis dernièrement, ils ont passé un reportage, là. Ils faisaient des capsules, là, retour sur les JO, tout ça. Puis j'ai regardé, puis j'étais encore impressionnée. Je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais été beaucoup. Puis quand j'y repense, en ayant vécu c'est quoi de la compétition de haut niveau, puis en sachant comment c'est difficile, des fois, de mettre son cœur et ses émotions de côté pour être capable de performer. Je trouve qu'elle a marqué l'histoire du... Oui, elle a amené énormément d'émotions à travers sa performance. Puis ça, c'est un peu ce que le sport a de spécial dans nos vies. C'est que ça peut nous amener des émotions que on n'aurait jamais vécu ailleurs. You know what I mean? Que ça soit quelqu'un d'autre dans sa performance ou nous-mêmes dans une performance qu'on vit. Souvent, on peut pas aller revivre ces choses-là nulle part d'autre qu'à travers le sport. C'est vrai. C'est rassembleur. Tu sais, c'est magnifique le support qu'elle a reçu dans cette épreuve-là, le support qu'on reçoit tous. Tu sais, moi, quand je pars en compé, là, je suis tellement sur une bulle, là, quand je reviens, puis que je lis tous les messages que j'ai reçus pendant, là, tu sais, c'est fou, là, les gens sont avec nous, ils embarquent avec nous, puis on leur fait vivre des émotions, on leur fait vivre de la fierté. Si ça se passe bien, c'est notre équipe, là, même si on se connaît pas, tout le monde a la fierté ensemble, puis en hockey, on le voit tellement, mon Dieu, qu'on est avec vous autres, c'est fou, là, tu sais, fait que, il y a quelque chose de plus grand que la performance derrière tout ça. Quand ça unit les gens, puis quand une foule s'élève, là, c'est capoté, là, toute l'énergie là, qui sort de... C'est vrai. Puis c'est quasiment... je tiens quasiment à dire que cette performance-là, c'est comme si je l'avais un peu oubliée à travers les années, mais que maintenant t'en reparles, puis je suis dedans, je me remets dans le moment. Facile, là, facile comme ça, puis ça a tellement été une force mentale qu'elle a démontré, puis une force focus, puis l'athlète a su surpasser tout, mais elle sentait qu'on était tous derrière elle, peut-être aussi, là, un peu à ton point. Je trouve ça vraiment beau comme moment. Merci de m'avoir remis là-dedans. Ben oui, Lisanne. Donc, dernière question de ce segment-là, Karel. Ouais, fait que dans le fond, ce qu'on fait, ben tu connais un peu les mots qui décrivent Living Sisu, puis t'en as parlé, t'en as mentionné plein. Ouais. Mais ce qu'on aime faire, c'est que je vais te donner une liste de mots, ok, une liste d'adjectifs ou qui sont reliés à Living Sisu puis le lifestyle. Puis j'aimerais que t'en choisisses ou que tu nous en donnes un qui te décrive le plus, ok. Donc on a détermination, la résilience, ténacité, le courage, l'espèce de gut, le grit. La persévérance, ta force intérieure, lequel de ceux-là vient te chercher le plus? Fait que je le redis un peu, là. Détermination, la résilience, la ténacité, dans le fond, être vraiment déterminé à accomplir quelque chose, le courage, qu'est-ce qui bouge en dedans, ton gut feeling, la persévérance encore ou le grit, puis c'est ça, ta force intérieure. Mais le mot qui m'amène une émotion la plus intense, tu sais, tous ces mots-là, je trouve qu'ils définissent vraiment bien le parcours sportif en général, là, puis l'aventure dans laquelle on s'embarque. Mais courage, j'aime ça, parce que courage, pour moi, c'est intense. Il peut y avoir du courage à long terme, ça c'est clair, c'est dans notre détermination, puis c'est formidable. Mais j'aime aussi le courage de l'instant d'oser se lancer dans mon cas, dans mon sport, mais entrer sur la glace dans votre sport, c'est un acte de courage d'oser s'investir
sortir, puis se mettre à nu devant la performance que ça va donner. Puis est-ce qu'on est vulnérable, dans le fond, en tant qu'athlète, après, quand c'est vraiment le temps. Fait que ça me parle beaucoup, le courage. Puis le courage, pour moi, est une boucle avec la confiance, dans le sens de quand on ose vivre notre courage, on finit par se faire plus confiance, puis là, on peut se mettre encore plus au défi et être plus courageux. Tu sais, j'ai comme une dépendance à être courageuse. Je veux toujours trouver comment être plus courageuse. Pourquoi je veux plonger en plein hiver, tu sais, parce que ça va être un beau défi pis tout, mais je veux être game, je veux être brave de le faire. J'ai besoin de trouver des façons d'être toujours plus courageuse. Le fait que tu accomplis des choses qui, au début, tu sentais peut-être que t'oserais pas ou t'avais moins de courage, quand tu sautes, quand tu fais quelque chose comme ça te donne plus de confiance, puis après ça, comme tu dis, c'est comme un cercle vicieux, comme positif. Là, on peut augmenter les objectifs. Vraiment cool. C'est ça, graduellement, parce qu'on construit notre confiance. Du jour au lendemain, j'aurais pas décidé de plonger l'hiver, si on est au même exemple, mais l'hiver dernier, j'ai plongé à Montréal en lumière. C'était l'hiver, c'était à l'extérieur, mais c'était dans de l'eau chaude. Mais j'ai quand même solidifié ma confiance à savoir que je vais être capable de faire mes acrobaties aériennes dans de l'air frais. Maintenant, il faut arriver dans l'eau froide, mais j'ai déjà fait une étape là, l'hiver dernier. Là, puis j'ai déjà fait du haut-vol avant de vouloir faire du haut-vol dehors. Du haut-vol à cet endroit-là avant de le faire à cet endroit-là dehors. Donc, il y a comme combiné tous les petits efforts de courage. Là. Puis aussi, je trouve que le courage nous donne accès à une infinie de possibilités. Quand on décide, moi, je vais être quelqu'un de courageuse, toutes les idées qu'on peut avoir et décider d'accomplir, c'est incroyable, là, puis c'est inspirant. Moi, quand je vois des gens courageux, ça m'inspire. Normand, son histoire, c'est complètement fou, mais c'est son courage derrière tout ça, dans le fond, qui fait, si lui a été capable de faire ça, moi aussi, je peux être capable, parce que tout ce que ça y a pris, c'est de décider de le faire, là. Ben, de travailler pour, évidemment, mais c'est d'oser absolument, puis c'est tellement, ça fait tellement partie des principes du mode de vie, du lifestyle, Living Sisu. Tout ce que tu dis, là, ça résonne tellement avec nous, c'est vraiment cool, donc j'adore ça, donc juste un peu, on veut pas te garder toute la journée, Lisanne, mais juste quelques petites questions avant qu'on... Il y a moins de bruit que tantôt alentour de moi. Moi, je suis pas pressée. Ah non, t'as pas à t'en faire avec ça, vraiment. Fais-toi-en pas. Donc, pour commencer à faire un petit wrap-up de notre conversation aujourd'hui, désolé, c'est quoi qui te rend le plus fier de ton parcours et de toutes les choses que tu as vécues, des victoires, des défaites, de deuxième place, première place? Qu'est-ce qui te rend le plus fier de tout ce que tu as vécu jusqu'à là? Ben, tu sais, au point de vue général, c'est vraiment d'être maman, là. C'est ce qui me challenge plus, mais ce qui me rend le plus fière. Puis ensuite, quand on y va avec un aspect global, avec la conciliation avec mon sport, c'est d'avoir réussi à le faire. Je pense que c'est un gros défi d'être maman, mais de performer quand même là, à un haut niveau dans un sport extrême en plus. Je suis fière aussi de faire partie d'un sport extrême. On dirait que j'ai besoin de sortir des sentiers battus un peu. Ce sport-là répond à un besoin chez moi, là, puis d'adrénaline, hein. Il y a de la vitesse dans le sport, c'est fou, là, tout ce que ça sécrète comme hormones. Mais sinon, au niveau, mettons, simplement sportif, ce qui me rend le plus fière dans mon parcours, c'est le travail mental qui m'a permis d'être capable de bien performer au bon moment. Parce que je considère que j'ai un plus beau CV sportif que j'ai de talent. Tu sais, comme, je gagne pas nécessairement les entraînements, mais j'ai gagné les compétitions. Tu sais, je trouve que c'est hot d'avoir réussi. C'est à cause de mon équipe, là. Tu sais, fait que ça, je suis fière d'avoir su bien m'entourer, puis d'avoir su vraiment bien appliquer les conseils que je suis allée chercher. Je pense que ça décrit exactement le genre d'athlète que tu es aussi. T'as pas peur d'aller chercher l'aide ailleurs, puis de l'amener, puis de le prendre avec toi, puis après ça, de l'assimiler vers ton entraînement ou vers ton processus. Ben oui. Puis vers les autres, tu sais, je les partage, les choses que j'ai trouvées pour la recette, pour optimiser mes capacités en tant qu'high diver. Je suis en train de toutes les partager à la prochaine génération. On n'a pas fait toutes ces démarches-là pour rien, puis on a fait des essais-erreurs, nous, mais la prochaine gang, on n'est pas obligé de faire toutes les erreurs. Une beauté aussi, parce que tu vas influencer la prochaine génération, mais tu vas leur permettre aussi d'avoir peut-être un chemin qui est pas nécessairement tout défriché, mais qui a quand même eu une petite track, puis que tu as réussi à leur donner un sentier à pouvoir y aller. Là, c'est toi qui a passé dedans, puis qui a enlevé le stock, comme on dit, qu'il fallait pas focuser dessus. Fait que moi, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose que
que je pense que tu es fière de. Ah oui, c'est vrai. Au niveau du rôle d'ambassadrice pour mon sport, je suis contente d'avoir fait ça. Ça, c'est vraiment... Non, c'est bien. Puis aussi, c'est une des reconnaissances que j'ai que Myriam ait souhaité écrire le livre. Tu sais, c'est le fun parce que on a des traces des démarches qui ont été faites. Puis, tu sais, même moi, là, j'ai la mémoire courte, là, j'oublie plein d'affaires, mais comme les écrits, ça reste. Tu sais, je suis chanceuse que ces démarches-là, avec tout le monde qui m'ont aidée, sont écrites. Donc, tout le monde a un peu laissé sa trace, là, parce qu'on est à une étape cruciale là, dans le développement de mon sport, puis on a des écrits de ça. Tu parlais d'étapes cruciales dans ton sport, puis le développement de ton sport. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux laisser à la prochaine génération? C'est tout le travail que toi tu as mis pour vraiment améliorer leur sort, pour vraiment terminer là, l'entrevue et tout ça. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu aimerais laisser aux autres, ton legacy, comme on dirait en anglais. Qu'est-ce que tu veux transmettre à la prochaine génération, ou que ce soit dans ton sport ou un autre sport, mais qu'est-ce que tu veux, quand Lisanne ne sera plus là, qu'est-ce qu'on va se rappeler de toi pour toi? Ben, moi, ce que j'aimerais, là, mettons, à large, là, elle l'a fait. Moi aussi, je peux le faire. Tu sais, j'ai goût de laisser ça, là, il y a rien qui est inaccessible. Tu sais, ça, c'est important pour moi, là, peut-être, ça semble peut-être cliché, mais tout est possible, là. Tu sais, ça, je trouve ça important, entre autres, à mes enfants. Tu sais, je veux pas qu'ils choisissent la voie facile parce que ça va être plus facile. Je veux qu'ils suivent vraiment qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, puis qu'ils osent s'investir pour le vivre. Mes enfants, puis tout le monde autour de moi. Mais au niveau directement dans mon sport, parmi mes objectifs, c'était de rendre notre sport extrême plus sécuritaire, parce que c'est pas parce que c'est un sport extrême qu'on est toute une gang de fous puis qu'on va tous se péter la gueule. Il y a vraiment moyen de bien le faire, mais de façon sécuritaire et responsable. J'avais une approche responsable par rapport à mon sport. Fait que ça, je pense qu'on est encore un peu en train de former ce chemin-là dans les sports extrêmes, que il y a moyen de le build-upper comme un sport régulier, puis ça devient extrême vraiment à cause de tout ce qui est cumulé. En tant que maman, il fallait que je trouve comment je le faisais, moi, de façon sécuritaire. Puis là, maintenant, ben, c'est le fun parce que justement, pour la prochaine génération, c'est vraiment mieux placé de façon sécuritaire. Je veux pas qu'il arrive des accidents. On veut continuer de développer le sport, puis que tout le monde se sente bien là-dedans, puis puisse aller au maximum de ses capacités. Je trouve ça vraiment cool, Lisanne, parce que tu as réussi à te créer comme une communauté alentour de toi pour t'aider dans ce projet-là, justement, de permettre aux prochains à pouvoir rentrer dans ce sport-là puis de se sentir à l'aise dès le départ, tu sais. Je veux dire, tu avais une expérience qui était super cultivée, puis acrobatique, quand tu as rentré dans le cirque et tout ça. Cirque, là, tu avais un background vraiment extrême, si je peux me le permettre, qui t'a aidé à t'assimiler dans ce sport-là rapidement. Mais je trouve que ce que tu fais en ce moment, c'est que tu permets aux jeunes qui ont jamais peut-être plongé de pouvoir avoir une opportunité d'essayer puis de se développer tranquillement pas vite. Fait que tu le rends encore plus accessible. Ça, je trouve ça super bien. C'est quelque chose que ta communauté et toi, parce que je trouve ça beau aussi, tu lies toujours l'équipe alentour, a réussi à créer puis va continuer de créer pour les générations à venir. Ouais, puis eux autres alentours, là, tu sais, moi je disais que j'étais pas meilleure qu'une autre, là, mais c'est vrai, là, en tant qu'athlète, tout ça, je suis pas plus talentueuse qu'une autre, mais les gens autour de moi, eux autres sont vraiment bons. Fait que là, en m'entourant d'eux, qui sont des pros dans leur domaine, j'avais pas le choix de devenir pro dans mon domaine, là. La recette, c'était de suivre leurs conseils. Fait que, il y a vraiment moyen d'optimiser. Puis tantôt, rapidement, là, juste pour revenir, tu sais, je sais que parmi les gens qui vont nous écouter, il y a aussi des gens que le sport, c'est pas nécessairement l'objectif numéro 1 dans la vie, mais faire preuve de courage, c'est aussi décider de s'entraîner 3 fois par semaine en plus d'un travail à temps plein. Tu sais, on peut chacun décider où nos défis, puis c'est où le dépassement de soi. Tu sais, des fois, moi, c'est du dépassement de moi d'apprendre un plongeon aux 3 mètres, même si on est habitué de me voir partir du plafond. Des fois, je vis des gros challenges aux 3 mètres, là. Il y a personne qui est là pour juger l'envergure de ce qu'on décide d'accomplir. C'est à nous de le décider et d'être fier de soi à chaque étape. C'est ça qui va nous amener à la prochaine étape. Amen. Honnêtement, là, on va clore ça comme ça. Merci énormément, Lisa. En fait, non, j'ai une dernière question parce que depuis tantôt, je me pose dans ma tête puis I need to know. Tu as fait le tour du monde, OK? Que ça soit Portugal, l'Espagne, l'Italie ou, dans le fond, ma famille, les Italy.
t'as fait le tour du monde. L'Irlande, ça a été où la place la plus marquante pour toi, que bonne performance, mauvaise performance, t'as été dans cette place-là, puis pour toi, c'est comme un ah moment, là. Ben, c'est chez nous. C'est le projet qu'on a fait au fjord, là. Les gens sont venus à le trouver, là. En fait, parce que moi, ça fait des années que j'ai la chance de plonger partout, puis ça, c'est formidable, là. Clairement, c'est un aspect positif de mon sport, bien plus que plein d'autres sports, parce que vous voyez les arénas. Moi, je passe ma vie dehors, je plonge dehors. C'est ce qui est impressionnant pour moi, dans le fond, le fait que tu as pu compétitionner littéralement dans les plus belles places au monde, pas juste dans un aréna ou sur un court de basketball qui est pareil en Europe qu'au Canada, mais les falaises, c'est ça, les paysages sont différents où tu vas. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je sache de ton parcours, c'est que oui, t'as fait ça partout, puis là, ta réponse, c'est vraiment ici même au fjord au Québec? Et chez nous, ben oui, parce que ça, c'était un rêve, puis c'est grâce à Pierre Lavoie que j'étais ambassadrice pour le grand défi Pierre Lavoie, puis on est devenus amis, puis formidable ce gars-là, là. Puis quelqu'un qui c'est beau comment il est généreux, puis il aide tout le monde, puis il aide les gens à vivre leur rêve, puis à se dépasser, puis à être en santé, puis moi, je lui ai dit, parce que lui, il vient de l'Anse-Saint-Jean, au fjord du Saguenay, puis moi, je suis originaire de Chicoutimi, j'ai vécu à Arvida, puis tout ça. Puis j'ai dit, moi, je rêve de plonger au fjord, parce que les paysages sont magnifiques. Là, au Québec, les gens ne savent pas à quel point c'est magnifique, le fjord. Là, c'est un royaume, c'est magnifique. Puis j'ai dit, je rêve de plonger là, puis il a fait, OK, Lisanne, on va le faire. Puis là, on est resté en contact, puis on a réussi à le faire cet automne. Fait que c'était pas une compétition, mais ça dérange pas. Là. Moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est plonger, hein, puis c'est créer le vent dans ma descente, puis c'est comme de vivre ces secondes-là là, qui appartiennent à aucune autre réalité. Mais ça n'a pas besoin d'être en compétition pour être marquant pour moi. Puis là, le fait que ce soit chez nous, c'était incroyable, ce moment-là. Puis on souhaite recevoir des compétitions puis permettre à plus de monde de plonger de là. Il y a des images qui circulent sur ma page Facebook Athlète. J'ai partagé la vidéo. Puis la vidéo est magnifique. Il y a la voix de Vincent Vallière qui a gracieusement offert sa voix au projet. Il y a un super beau texte là, à propos des valeurs humaines puis de l'harmonie avec la nature. C'était quelque chose qui était vraiment particulier au fjord aussi. J'aime ça, partir de la falaise puis arriver dans l'eau, dans la rivière ou dans l'océan. Là, tu sais, le côté complètement naturel. Là, bon, ben, regarde, merci beaucoup, Lisanne. À tout le monde qui nous écoute, allez acheter son livre Toujours plus haut. Et puis, ben oui, c'est ça. Donc, Toujours plus haut par Myriam et, dans le fond, l'histoire de Lisanne pour en apprendre plus. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, Facebook? Lisanne, vas-y, je te donne le stage, là, vas-y. Ben oui. Parfait. Par rapport au livre, il est en vente chez tous les bons libraires, mais des fois, les gens aimeraient avoir un mot personnalisé dedans, puis moi, ça me touche au bout, là, quand que c'est la rencontre qui est belle, en fait, dans le rôle qu'on a de modèle sportif. C'est le fait qu'on a accès à rencontrer les gens, à influencer les gens positivement. Fait que les gens peuvent communiquer avec moi sur mes réseaux sociaux s'ils préfèrent acheter le livre directement à moi pour que je puisse le dédicacer. Mais sinon, il est chez tous les bons libraires. Aussi, ils l'ont déjà, ils peuvent communiquer avec moi pour que je puisse le dédicacer par après. Mais sinon, ma plateforme la plus populaire, c'est Instagram. Mais il faut me suivre parce que ça m'aide à essayer à trouver des commanditaires. Parce que vraiment, on a besoin de beaucoup de visibilité pour avoir plus de partenariats. Puis en tant qu'athlète dans un sport qui est pas olympique, puis avec tous les beaux projets de fou que j'ai en tête, il faut que je trouve des partenariats pour les rendre tous possibles. Mais de toute façon, je m'efforce de partager du contenu intéressant. Là. Vous n'avez pas juste me suivre. On l'a vu, puis maintenant. Exact. Instagram et Facebook. Facebook, ma page athlète. Puis sinon, nouvellement sur TikTok, je prends les conseils parce que je suis pas encore pro de TikTok. Puis LinkedIn, pour mes conférences, c'est beaucoup sur LinkedIn que la communauté se développe. Donc merci encore, Lisanne, ouais. Karel, excellent. C'est vraiment cool de passer du temps avec vous. Et puis les chiens, là... Ben non, perfect. Les chiens, ils disent merci, puis à la prochaine. Merci beaucoup de faire partie de la communauté, Lisanne. C'était vraiment cool. J'en ai appris énormément. Donc, passez une belle journée. Merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez apprécié l'histoire de Lisanne. Elle a une façon d'inspirer les gens autour d'elle, puis elle a eu une façon de nous inspirer nous.
Écoute, c'est quelqu'un qui va faire partie de notre communauté, puis c'est quelqu'un qu'on va continuer à apprendre à connaître. Zach, je sais pas qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui, là, mais je te lance la balle. Ouais, donc juste pour terminer, dans le fond, comme tu as dit, Karel, on a tout plein de projets qui arrivent avec Lisanne. Je pense que toi, tu vas aller sauter avec elle. Olivier, un des fondateurs de Living Sisu, va aller sauter. Je pense qu'ils vont sauter du 2,5 ou 3 mètres, mais elle va vous donner l'exemple du 20 mètres. Non, on a des super beaux projets en avant. Juste avant qu'on vous laisse aller chercher son livre, toujours plus haut, pour la supporter, pour apprendre de son histoire. Suivez-la sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Et puis aussi, oubliez pas que Lisanne est conférencière un peu partout. Donc, restez à l'affût de tout ça, nos projets. Allez supporter Lisanne, la suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, de notre côté, avec Living Sisu, merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast. Le podcast Inspire par la communauté Living Sisu. Et puis, merci encore. Passez une super belle journée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Karel, let's take us out of here. Have a good day. Merci. Merci à tous. Bye bye. Salut, gang.